Alors, les pronos. Bon, cette semaine, c'est un petit peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je voulais voir ce que je pronostiquais. Oui, alors voilà. Grégory Richard qui passe à l'écran pour faire coucou. Grégory, il est même pas dans le champ. Il a essayé, mais non. Voilà. Il est content. Et voilà. Merci Grégory. Alors donc oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire qu'il y en a un qui s'est peut-être un peu échappé vite. Et qui commence à faiblir dans le deuxième col. Alors, l'analogie avec le cyclisme est pourquoi pas intéressante. Mais j'ai tenté des trucs. Ça a marché jusqu'à maintenant. Ça marche un peu moins. Je vais me refaire la cerise. Tout ira bien. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Camille et moi, on a fait un petit 8. C'est pas ouf, mais bon, on va faire avec. Raph et Alain, vous faites 10. Donc, vous êtes toujours à égalité. C'est parfait. Et Grégory fait 11. Saleté de Falcons qui lui file tous les points depuis le début parce qu'il les pronostique pas. C'est vrai qu'il faudrait s'il supportait une équipe qui gagne, il serait dans la panade. Ouais, d'accord, très bien, merci Grégory. Donc les scores, Camille est à 105, Raphaël et Alain toujours égalité à 106, Grégory 113, je reste devant à 115, mais attention, il ne va pas falloir faire n'importe quoi cette semaine. Grégory, s'il était supporter des Patriots, il aurait jamais gagné les pronos de sa vie. C'est pas impossible. Detroit Lions, le premier match il est en ce moment qui était à 3 victoires, 7 défaites, 1 nul, et Chicago Bears 5 victoires, 6 défaites. David Blau, je sais pas comment on dit, Blau, qui a commencé le titulaire pour les Lions, voilà. Oui, donc on précise, on a fait les pronos avant le match, mais il est en cours au moment où on C'est quoi le score, messieurs, déjà, s'il vous plaît? 14-7 pour Détroit. Je vois pas pourquoi j'ai mis Lions, là. J'ai pris les Bears, il me semble. On a pris les Bears. On a pris les Bears tous. Oui, on a pris les Bears tous. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Si, David Blau qui a joué avec Maungo à Purdue. Voilà. Oui, vous retiendrez cette histoire intéressante. La défense des Bears, a priori, devrait suffire sur ce match-là, même si pour l'instant, ça a l'air de pour pas l'instant, être non, le cas. mais bon, on a pronostiqué avant, on a dit. Ouais, donc on est obligé de s'y tenir. Tout à l'heure, donc toujours jeudi, vous serez peut-être devant aussi. Dallas Cowboys 6 victoires, 5 défaites. Buffalo Bills 8 victoires, 3 défaites. Les Bills gagnent contre les petites équipes, Dallas aussi. Maintenant, qui est la plus petite équipe des deux? Les Cowboys ont gagné contre aucun bilan positif. Alors ça m'embête. C'est vrai. Il y en a plein qui sont durs à pronostiquer cette semaine. Moi, je prends Dallas, mais... mais ils ont eu des absences, tu vois, contre les Jets il y a 3 ou 4 semaines, ça s'est mal passé pour eux. Ouais, mais les Bills, est-ce que c'est un peu... Amari Cooper est en train de baisser de régime terriblement. Il y a des trucs qui m'inquiètent. Je prends Dallas parce que c'est plus complet pour moi, mais je suis pas... puis c'est chez eux, c'est le match de Thanksgiving, donc tout le monde va regarder. Ouais, mais tu vois, alors, je comprends pas ce qui s'est passé à Dallas. On va pas épiloguer là-dessus parce que vous aurez vu le match au moment où vous écoutez l'émission, mais je comprends pas pourquoi cette équipe a tourné au drama en une semaine. Ils ont complètement implosé parce qu'ils ont perdu contre les Patriots. Donc, comment il s'appelle, Jerry Jones a craqué en conf de presse. Derrière, il y a des rumeurs sur Garrett de partout, etc. Ils sont pas à la rue, ils sont en tête de leur division. Ils ont perdu contre les Patriots qui sont numéro 1 de l'AFC. Je comprends pas pourquoi ils ont implosé d'un coup comme ça. C'est comment ça marche, les journalistes reprennent une déclaration et derrière ça, c'est tout un événement. Atlanta Falcons, ce sera le match de cette nuit, de la nuit de jeudi à vendredi. 3 victoires, 8 défaites pour Atlanta. New Orleans Saints, 9 victoires, 2 défaites. Est-ce que les Falcons c'était qu'un feu de paille finalement, Alain? On a vu, a priori. Je sais pas quoi dire, on a eu 2 matchs exceptionnels, ça avait l'air d'être l'anomalie puisque de toute façon ça a retourné à la cata sur les suivants. Donc là évidemment je suis obligé de pronostiquer les Saints. Pareil. Sur ce qu'on a revu. Voilà. Et puis Drew Brees et compagnie vont vouloir se venger parce qu'un des matchs parfaits des Falcons c'est contre les Saints. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, ils se sont joués la dernière fois et les Falcons avaient gagné. C'était la même affiche d'ailleurs jeudi l'an dernier à Thanksgiving le soir, vous voyez ce que je veux dire. Le 3e match de Thanksgiving l'an dernier. Et New Orleans avait gagné. Les Saints sont quand même sur une bonne dynamique. Est-ce qu'on les oublie pas un peu dans les favoris? Je pense pas qu'on les oublie. Ils font leur chemin, c'est un peu comme les Patriots, on attend les playoffs maintenant. Ouais, mais maintenant j'ai l'impression que comme Drew Brees a manqué une partie de l'année, on oublie un peu qu'il y a quand même il y a une grosse défense, il y a un Michael Thomas qui est exceptionnel. Alvin Kamara aussi qui fait un boulot incroyable. Voilà pour les matchs de ce jeudi que vous avez peut-être déjà vu. Donc si vous écoutez le podcast, dimanche à 19h, on commence par Indianapolis Colts à 6 victoires, 5 défaites contre les Tennessee Titans, 6 victoires, 5 défaites aussi. Vous avez pas mal parlé des Titans mardi qui vont mieux, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la régularité de Tannehill? Et justement, j'allais dire, du coup, j'ai peur d'être déçu, tu vois. Voilà. Je vais prendre les Titans parce qu'il y a beaucoup trop de blessés à Indianapolis. Après, Frank Reich n'a jamais perdu face aux Titans. Les 3 derniers matchs, c'est victoire pour les Colts, dont un 19-17 en faveur de Indianapolis plus tôt cette saison. Je trouve qu'Indianapolis est quand même plus équilibré et plus régulier surtout. Oui, mais il faut gratter des points aussi. Ouais. Donc, non, et encore une fois, il va manquer T.Y. Hilton, il va manquer Marlon Mack, il manque du monde quand même. Il est pas revenu? Ouais, juste avant l'émission, c'est tombé. Ah bon, donc super. T'es dégoûté? Non, je suis pas dégoûté, j'y crois. Donc Titans.
Moi, Colts, très bien. Mais Grégory me fait coucou, il est content. Mais il est très dur à pronostiquer. Je vais vous prendre un point là-dessus, ça vous fera les pieds. Cincinnati Bengals, 0 victoire, 11 défaites. New York Jets, 4 victoires, 7 défaites. Est-ce que c'est le match pour Cincinnati pour enfin gagner? Il reste les Dolphins après dans la saison, donc c'est pas encore complètement foutu. Pas forcément, parce que du coup, les Jets sont sur 3 victoires de suite. Donc leur défense est bien meilleure. Les Jets sont quand même 9e en défense avec la meilleure défense contre le sol. Hein. Donc a priori ils vont éclater la ligne adverse, la ligne offensive adverse. C'est le retour d'Andy Dalton. C'est le retour d'Andy Dalton. Mais il n'y a pas le retour d'Edgy Green et il n'y a pas le retour de plein d'autres gens qui seraient nécessaires. Donc non, a priori je vais prendre les Jets. Les Jets, ça a l'air assez serein. Les Jets pour moi aussi. Carolina Panthers, 5 victoires, 6 défaites. Washington Redskins, 2 victoires, 9 défaites. Une question très simple, est-ce que la défense des Redskins peut arrêter McCaffrey? Si c'est oui, ils peuvent gagner, si c'est non, c'est perdu. On est d'accord que ça résume simplement, mais que c'est quand même... Oui, parce que c'est à peu près le seul élément régulier de Carolina en ce moment, donc on peut dire ça. Et après, c'est tellement irrégulier et c'est tellement difficile du côté de Washington que clairement, ça me semble quand même passer pour Carolina, qui a eu des semaines difficiles, mais qui là devrait se reprendre. Les deux équipes qui sont à l'équilibre d'ailleurs en perte de balles, 17 pour Washington et 20 pour Carolina. Donc bon, c'est les équipes au moins qui compensent les erreurs qu'ils font. Ça doit bien être la seule chose qui est équilibrée. Ouais, voilà. Bon, et enfin, Dwayne Haskins, qui est sa première victoire la semaine dernière. Je voulais le signaler parce que je l'aime bien quand même. Baltimore Ravens, 9 victoires, 2 défaites. San Francisco 49ers, 10 victoires, 1 défaite. On en a parlé, on prend les Ravens tous les deux. C'était notre match de la semaine. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le début de l'émission. Jacksonville Jaguars, 4 victoires, 7 défaites. Tampa Bay Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites. Allégorie de l'inconstance. Ouais, il est super dur à pronostiquer celui-là. C'est vraiment un de ceux où ils se font des écarts. Moi, je pensais Jaguars au début, je crois que je vais aller sur Buccaneers. C'est le même bilan, mais c'est pas du tout le même genre d'équipe. C'est ça qui est marrant. Les Buccaneers sont plus explosifs. Les Jaguars ont une défense qui est plus que 18e dans la ligue d'ailleurs. Ça pèse un peu ça. Ouais, j'étais un peu. J'ai regardé ça avant l'émission parce que je me demandais où ils en étaient. Il y a 34 sacs, il y a encore du pass rush, il y a encore des choses, mais il y a seulement 8 interceptions et ils concèdent plus de yards. Ils vont mettre la pression sur Jameis Winston, ce qui est toujours un bon point quand tu joues Jameis Winston, parce que même sans pression, tu me diras, il peut te la rendre. Mais après, il y a un Chris Godwin, il y a un Mike Evans qui sont en bonne forme. Mike Evans qui a rejoint Randy Moss en rang des receveurs qui ont plus de milliards sur leurs 6 premières saisons. C'est quand même loin d'être une anomalie, c'est le mot que je cherchais. Oui, non, mais c'est un sacré joueur. Tampa a parfois des trous d'air, mais ils ont aussi la deuxième défance au sol. Je me dis que s'ils ralentissent Leonard Fournette et qu'ils sont explosifs comme ils peuvent l'être, je vais parier sur les Buccaneers. Moi, j'avoue, j'ai pris plutôt les Jaguars. Foles lance peut-être un peu moins d'interceptions que Winston, même s'il n'est pas flamboyant. Après, tu l'as dit, il y a des arguments aussi. Shaquille Barrett, qui est le co-meilleur saqueur de la ligue côté Buccaneers. Donc, il peut y avoir de la pression aussi sur l'attaque des Jaguars. Le match est assez incertain. De toute façon, moi je prends Jacksonville parce qu'en plus c'est chez eux. Dans ce cas-là, tu te rattrapes à ce que tu peux. Pittsburgh Steelers, 6 victoires, 5 défaites. Cleveland Browns, 5 victoires, 6 défaites. Ce sont les retrouvailles. La grande bagarre d'il y a 2 semaines. Ouais. Allez, ça y est, ça s'est dit. Sans Garrett, du coup, c'est le seul qui va manquer. Et sans Mason Rudolph, puisque c'est Devlin Hodges, d'ailleurs, qui est titulaire pour les Steelers. Et c'est lui qui avait battu, je me souviens plus. Non, du coup, c'était. Il a joué plutôt dans la saison. Il y a eu une commotion pour Rudolph. Et il a battu les Chargers, c'est ça, merci Grégory. Je suis trop stressé de faire l'émission avec Grégory à côté de moi parce que j'ai un trou sur le nom d'un long snapper ou un truc comme ça et je me sens trop mal. Allez hop, le tacle gratuit. Honnêtement, est-ce que l'absence de Myles Garrett peut changer la donne par rapport au match précédent entre les Browns et les Steelers ? Écoute, ils en sont plutôt bien sortis sans lui la semaine dernière, alors qu'on avait dit en effet qu'il représentait quand même un tiers de la franchise au moment où il est. Un tiers des sacs de la franchise. Un tiers de la franchise, c'est beaucoup quand même. Un tiers des sacs de la franchise au moment où il est suspendu. Donc. Ils s'en sont sortis sans lui. L'attaque de Pittsburgh est quand même suffisamment catastrophique pour que quand même si la défense des Steelers est bien au-dessus, et je lui souhaite bien du bonheur, je l'ai dans mon équipe fantasy, mais je pense quand même que Baker Mayfield peut faire des différences, donc je vais aller sur les Browns. Ouais, moi aussi. Même si, étonnamment, tu vois, les Steelers ont une meilleure fiche, j'aurais pas cru ça avant le match. Mais ils ont beaucoup mieux commencé. Aussi. New York Giants, 2 victoires, 9 défaites. Green Bay Packers, 8 victoires, 3 défaites. J'ai un peu mal d'avance pour les Giants sur celui-là. Pat Shurmur qui retrouve les Packers qu'il avait connus avec Minnesota. Bon, là, c'est pas. Il était coordinateur offensif des Vikings. Bon, là, il n'a pas exactement le même matos du côté de New York. Les deux sortent d'une défaite. Les Packers sont peut-être ceux qui sont le plus à même de vouloir rebondir et d'avoir de quoi le faire.
Oui, non, mais clairement, sur la qualité de l'effectif global, il n'y a pas vraiment match entre ces deux équipes-là. Ils ont l'attaque pour écraser les Giants. Qui prennent 28 points de moyenne par match. Voilà. Et puis derrière, ils ont quand même une défense pour arracher quelques erreurs de Daniel Jones. On l'a dit, il a un peu de mal avec la protection de balle. En théorie, ça devrait passer, donc Packers. Ouais. Packers pour moi aussi, pardon. Miami Dolphins, 2 victoires, 9 défaites. Philadelphia Eagles, 5 victoires, 6 défaites. Bon, sur le papier, il y a peu d'espoir pour les Dolphins, même si, attention, les Eagles sont un peu moins bons que ce qu'on attendait au début de l'année. Euphémisme. Ouais, je te fais coucou à Victor, grand fan des Eagles. Mais honnêtement, sur ce match-là, ce serait une énorme surprise de voir Miami l'emporter. Les jeunes joueurs vont prendre un peu d'expérience, il faut le prendre comme ça. Ouais, enfin alors après, Miami, c'est pas non plus fait marcher dessus par tout le monde depuis le début de l'année, donc je me méfierais quand même. Et puis qu'il y a Fitzpatrick, ça va mieux. C'est ça. Et puis quand à Philadelphie, t'en es à utiliser des arguments en conférence de presse dignes de Bruce Arians et de Jameis Winston à dire s'il n'y avait pas eu les ballons perdus, on était quand même vachement bons. Donc, sans les 5 interceptions, on pourrait peut-être gagner. Alors ça, c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup, moi, toujours. Donc voilà, si on n'avait pas pris 3 buts, on gagnait le match. Oui, donc ça m'inquiète un peu en termes d'esprit. Après, comme tu le dis, sur le matos, évidemment qu'ils sont au-dessus. Fitzpatrick, avec ses hauts et ses bas, c'est vrai qu'on fait plus souvent les comptes, mais ça s'équilibre parfaitement, les hauts et les bas. Il a 10 touchdowns, 10 interceptions. J'ai vérifié avant l'émission. Sur 6 matchs, c'est parfaitement moyen. Mais attention quand même. Eagles, mais attention quand même. Ouais. S'ils sont sérieux, ça peut le faire. Maintenant, il faut être sérieux. On passe au match de dimanche à 22h05. Les Cardinals de l'Arizona, 3 victoires, 7 défaites, 1 nul, qui reçoivent les Los Angeles Rams, 6 victoires, 5 défaites. Les Rams qui viennent de prendre une énorme claque face aux Ravens. Est-ce que les Cardinals pourraient pas en profiter pour achever un peu la bête blessée, tu vois ? Si. Le problème, c'est que les Cardinals ont la pire défense aérienne. Ouais. Mais statistiquement, en tout cas. La force de Los Angeles cette année, c'est plutôt le jeu au sol. C'est pas grand chose la force de Los Angeles cette année. Ouais, d'accord, mais enfin je bon, sais pas relativement quoi, par rapport à l'autre. Non, mais le truc, c'est que si Jared Goff se refait pas la cerise là, d'autant que Brandon Cooks, en théorie, je crois, a reçu le feu vert pour revenir dans sa commotion, s'il se refait pas la cerise là sur la défense aérienne des Cardinals, on peut plus rien pour les Rams. De toute façon, je pense pas qu'ils iront en playoff. Ça fait longtemps que je le dis. C'est compliqué. Je crois que je suis assez fier de l'avoir dit même avant la saison. En NFC, c'est compliqué. Et je pense que oui, ce match il pourrait être plus serré que la réputation des équipes sur l'an dernier, en tout cas, ne le veut. Je vais dire les Rams, mais ça pourrait être moi, tu vois, le champ du signe. Moi, je prends les Cardinals parce que la défense au sol, pour le coup, des Rams, c'est terrible. Et il y a David Johnson qui est moins bon que ce qu'il a été dans le passé, mais qui, on sait, est un bon coureur. Et Chandler Jones va pouvoir aller casser la tête de Jared Goff tout le match. C'est pas impossible. Donc, c'est lui aussi co-meilleur sacker de la ligue, je crois, à égalité avec Shaquille Barrett. Donc bon, voilà, des arguments de part et d'autre. J'ai envie de croire que les Cardinals peuvent peut-être profiter de la mauvaise dynamique de Los Angeles. Dimanche à 22h25, Denver Broncos, 3 victoires, 8 défaites. Los Angeles Chargers, 4 victoires, 7 défaites. Les Broncos qui avaient gagné dans le premier match de la saison 20-13, début octobre. Comme toujours, tout a l'air en faveur de Los Angeles sur ce match, sauf que Rivers a lancé 14 interceptions cette saison et qui peut tuer le match à lui tout seul. Ce qui est terrible, parce que les années d'avant, il pouvait sauver le match à lui tout seul. Maintenant, il tu vas me faire une Eagle. S'ils n'avaient pas lancé 14 interceptions, ils seraient dedans Non, mais le fait est qu'il y a 14 interceptions et que c'est lui qui a flingué une grosse partie des victoires des potentielles victoires de Los Angeles. Si on est dans de la preview plus que dans du prono, moi le seul motif pour regarder ce match, c'est si Drew Lock joue. C'est-à-dire que j'ai envie de voir Drew Lock à l'œuvre, voir ce que les Broncos ont drafté éventuellement, etc. Après, sur le bilan des deux équipes, il n'y a plus rien à jouer. On sait ce qu'on a en main avec les Chargers et les Broncos. Donc j'espère que Drew Lock joue. Ceci étant dit, je pense que les Chargers sont plus complets. Donc et puis même si Drew Lock joue, il va quand même affronter un pass rush qui est à peu près une des seules satisfactions de Los Angeles cette année. Donc j'espère que la défense peut compenser les éventuelles erreurs de Philip Rivers. Ça devrait passer pour Los Angeles. À noter que les frérots Bossa, d'ailleurs, les deux sont leaders des votes du Pro Bowl à leur poste. C'est beau, bravo. Ce serait sympa, d'autant qu'ils sont pas. Ils sont pas dans la même conférence, donc ils s'affronteraient. Ouais. Kansas City Chiefs, toujours à 22h25, 7 victoires et 4 défaites contre Oakland Raiders, 6 victoires et 5 défaites. Et Oakland qui pourrait prendre la tête de la division sur ce match. Je fais un petit aparté, il y a les mauvaises langues d'à côté qui disent qu'ils s'affronteront pas directement, les frères Bossa et tout ça. Ouais, vous savez qu'au Pro Bowl, on peut faire jouer tout le monde où on veut. Non, ils sont revenus aux conférences. Non, ils sont revenus aux conférences. Et vous savez comme moi qu'au Pro Bowl, on peut tout à fait mettre un défenseur en attaque et inversement. Oui, ils mettront face à face. L'un contre l'autre. Donc, Kansas City Chiefs, 7 victoires, 4 défaites. Et Oakland Raiders, 6 victoires, 5 défaites. Les Raiders qui peuvent prendre la tête de la division. Incroyable, mais vrai.
Oui, enfin incroyable s'ils le font parce que là c'est pas au programme dans mon sens. Hein, non, c'est pas. On n'est pas d'accord que c'est pas au programme. Enfin, mathématiquement, si on m'avait dit au début de l'année qu'en semaine 13, oui. Auckland pourrait jouer la tête de la division face aux Chiefs, j'aurais rigolé. Mathématiquement, oui. Après, vu comment ils se sont fait ratatiner contre les Jets, là ils jouent les Chiefs avec Patrick Mahomes. J'aime bien ce mot. Et Tyreek Hill qui revient, qui était un peu touché au dernier match, qui devrait être opérationnel. Donc a priori, moi je vais sur Kansas City, ça devrait dérouler quand même un peu plus vite. Voilà. Les Raiders sont en construction. John Gruden l'a encore redit la semaine dernière. Oui. Là, c'est un match d'apprentissage quasiment. Après, il y a des playmakers côté Raiders. Oui. Il y a Josh Jacobs au sol. Il y a Max Crosby en défense. Derek Carr est loin de faire une mauvaise saison. Et on sait que les Chiefs prennent souvent beaucoup de yards en défense. Donc, voilà, attention à rester sérieux parce que un match de division, ça peut vite tourner dans un sens comme dans l'autre. Lundi à 2h20 du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi, Houston Texans 7 victoires, 4 défaites contre New England Patriots, 10 victoires, 1 défaite. On sait que Bill O'Brien, quand il rejoue son ancienne équipe, c'est pas une réussite. Il est 4 défaites en 4 matchs. Bon. Ouais, mais alors tu vois, Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, tout ça, il y a des armes. Le problème, c'est que c'est la défense des Patriots. Bah oui, voilà. Non, mais c'est dingue parce que cette défense, elle est tellement forte que tu peux te dire, bon, alors, ils vont pas tenir Tom Brady et tout ça, mais il y a tellement de blessés à New England, il y a tellement de. Tu te disais, ils pourraient peut-être rivaliser, mais c'est devenu tellement fort. On sait même pas si Stephen Gilmore, il va pas se mettre sur le paletot de DeAndre Hopkins et lui faire passer une soirée à 0 ou presque. Donc, tu es obligé de prendre New England pour ça, quoi. C'est ça. Clairement, c'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle Bill O'Brien va jouer les Patriots depuis qu'il est parti dans le Texas, mais ça ne devrait pas suffire pour autant, malheureusement. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi, à 2h15 du matin, Seattle Seahawks 9 victoires, 2 défaites, Minnesota Vikings 8 victoires, 3 défaites. Et je réalise que je n'ai pas pris de notes sur ce match, c'est absolument terrible. Non, de toute façon, le match est hyper... je trouve que c'est peut-être le plus difficile à pronostiquer de cette semaine. Peut-être, en tout cas c'est un des plus compétitifs. Oui, c'est un très gros enjeu pour les deux. Ouais, pour la course au wildcard parce que ils ont beau avoir un bilan de 9-2 et 8-3, c'est deux équipes qui sont deuxièmes de leur division. Ouais. Donc ça va être un très très beau match clairement. J'aurais donné, alors je crois que j'ai pronostiqué Minnesota et je vais m'y tenir. Le problème c'est que je pensais au moment où je l'ai préparé qu'Adam Thielen revenait, finalement il s'est pas entraîné mercredi alors qu'il s'était entraîné la veille, donc ça reste très incertain. Il sortait sans lui jusqu'à maintenant aussi. Ils s'en sortent sans lui, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matos en face. J'aime bien ce que Seattle fait là, avec ses receveurs, avec les DK Metcalf, etc., qui sont en train de prendre de plus en plus de place. Rashad Penny sort un bon match. J'espère qu'ils vont continuer à l'utiliser, d'autant que je l'ai récupéré sur le waiver aussi. C'est ce que j'allais te dire. Tu l'as récupéré en fantasy pour dire un truc comme ça. Donc j'aimerais bien qu'il fasse un gros match. Mais non, mais voilà. T'as des blessures au niveau des safeties de Minnesota qui pourraient être embêtantes parce que, encore une fois, t'as un Russell Wilson qui est Russell Wilson en face. Il n'y a plus besoin de le décrire. L'an dernier, les Vikings perdent en semaine 14, alors qu'ils avaient maintenu Wilson à 72 yards. C'est un délire ce match. Je me souviens, ouais. Donc, voilà. Je prends un pari. Je crois que je fais un pari tactique parce que je crois que j'ai vu que Raphaël a pris les Seahawks, si je dis pas de bêtises, donc je prends les Vikings. C'est pas mais si, c'est ce match-là aussi où les Vikings ratent en wildcard un field goal devant les poteaux à la toute fin. C'était un match contre les Seahawks. En tout cas, il y avait les Seahawks impliqués parce que je revois ces images des fans des Seahawks dans le théâtre à côté qui font la teuf quand le field goal est raté. Voilà pour tous les pronos de la semaine 13. T'as pris qui, toi ? Tout de suite, pardon, j'ai pris les Vikings, excusez-moi, mais on va quand même passer au meilleur cote.